Oui, bonjour à toutes et à tous. Pierre Cordeau, le directeur général de l'ARS Occitanie. Je voudrais remercier le professeur Fischer qui a accepté de se livrer pour la deuxième fois dans la région à cet exercice de questions-réponses sur la vaccination. Je voudrais remercier également l'URPS médecin, Maurice Bensoussan, son président, qui à la fois mettent à notre disposition cette infrastructure de webinaire et qui vont aussi animer le question-réponse avec le professeur Fischer. Juste quelques mots d'introduction, professeur, pour vous dire que tous les professionnels de la région sont engagés dans la vaccination, vous le savez. Hier, nous avions un peu plus de 2,5 millions d'injections dans la région, 1,7 million de personnes qui avaient reçu une première injection de vaccins, ce qui représente à peu près 37% de la population de plus de 18 ans de la région. Et il y a une très forte implication de tous les acteurs, les professionnels de santé libéraux, bien sûr, mais aussi les hospitaliers, le médico-social. Et en particulier cette semaine où, vous savez, on essaye comme le gouvernement le dit, de rester sur le pont et de faire une semaine un peu record de vaccination. Ils sont évidemment en demande, je crois, des nouvelles sur l'actualité vaccinale, les perspectives qui évoluent, on le sait très rapidement. Et puis, ils sont confrontés, vous le savez, aux craintes qui ont émergé sur le vaccin AstraZeneca, et puis ils découvrent le nouveau vaccin Janssen. Et on le sait, ces deux vaccins sont incontournables pour remplir l'objectif de vacciner rapidement toute la population. Ils ont déjà joué un rôle très important. Il y a eu à peu près 380 000 injections d'AstraZeneca dans la région Occitanie. Ça représente à peu près 15% du total. Mais il y a beaucoup de craintes et la question, c'est comment répondre un peu aux questions qui se posent. Alors, vous étiez déjà intervenu donc auprès des professionnels de santé il y a quelques semaines. Et je vous remercie encore d'accepter de revenir. Vous avez, au cours dans cette réunion pour évidemment des professionnels de santé qui ont été invités via les unions régionales de professionnels de santé libéraux, via les ordres, mais également des représentants via les fédérations d'établissements de santé et de médico-social qui sont branchés ce soir. Et puis nous avons souhaité également ce soir associer aussi les usagers, j'allais dire, avec la présence normalement de France Asso Santé et notamment de son président Jean-Michel Bruel dans la région Occitanie. Et puis comme ce débat que nous vivons ensemble est un débat public, les représentants de la presse sont également présents et à l'issue du webinaire, vous avez accepté de répondre à leurs questions et donc ce sera une deuxième séquence de questions-réponses. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Peut-être, professeur, je voulais dire quelques mots avant que les questions vous soient posées. Oui, merci beaucoup de votre invitation et tout à fait ravi d'échanger avec vous tous en Occitanie sur la question de la vaccination. Alors, peut-être juste situer la situation. Aujourd'hui, enfin hier plus exactement, il y a maintenant en France 18,15 millions de Français qui ont reçu une première dose de vaccin, 8,5 ont reçu 2 doses. Donc ça fait respectivement 27% de la population et 12,7. Votre région est un petit peu en avance sur la moyenne nationale, un petit peu. N'êtes pas les premiers, ce sont les Corses qui mènent la danse, comme vous le savez, mais vous faites bien. Entre guillemets, bon, plus sérieusement, on a évidemment, on va en reparler, je pense en détail de ce programme de vaccination, des évolutions et de la prochaine ouverture à toute la population, ce qui est quand même une étape majeure de cette campagne. Quand même, il est intéressant d'observer que si on regarde par classe d'âge, puisque comme vous le savez, c'est ainsi que la vaccination s'est construite, enfin, largement plus de 50% des personnes âgées de plus de 60 ans ont reçu une première dose de vaccin, donc ce qui commence à être pas mal. Si on prend les gens âgés de plus de 75 ans, c'est entre 55 et 65% de vaccination complète. Vous savez aussi que la vaccination en EHPAD a été un grand succès étant donné la difficulté de son organisation et l'immense majorité des personnes en EHPAD ont été vaccinées et on en observe l'énorme bénéfice, c'est-à-dire que la mortalité en EHPAD est devenue extrêmement modeste. C'est quelques personnes par jour, c'est toujours quelques personnes de trop, mais à un moment, les chiffres étaient bien plus élevés. Donc, on observe aussi, au moins à travers cet exemple, mais on pourra en citer d'autres,
que effectivement cette vaccination porte ses fruits en termes du fait de sauver des vies et demain de réduire les hospitalisations. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il sera plus utile pour vous tous que j'essaye, dans la mesure de ce que je sais, de répondre à vos questions. Non, on peut poser des questions. Voilà. Nous allons passer sur un jeu de questions, si vous voulez bien. Je vais laisser la parole au docteur Maurice Bensoussan, accompagné du docteur Chaugne. Alors, on va commencer par les questions qui ont été formulées en amont de la réunion. Qu'en est-il aujourd'hui de l'accès à la vaccination pour les personnes en situation de handicap qui sont dans des foyers d'hébergement? Alors, ces personnes sont déjà depuis un moment, j'ai oublié de quand ça date, dans la liste des personnes éligibles prioritaires. Donc évidemment, elles le demeurent. J'ai pas les chiffres précis de la vaccination dans ces foyers, mais je crois que le taux global est plutôt pas mauvais. Et bien évidemment, là où les vaccinations n'ont pas encore eu lieu, elles doivent se faire. Cette population est éminemment prioritaire et toute une série de raisons. Donc voilà, je ne sais pas si derrière la question il y a une inquiétude ou une difficulté rencontrée que je ne connais pas, mais a priori, en tous les cas, cette population doit être vaccinée. Elle a été plutôt pas trop mal jusqu'à ce jour, même si on n'a pas des chiffres totalement précis exactement pour les personnes handicapées. Oui. Pour rebondir un petit peu sur l'idée de toutes ces, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les indications populationnelles aux vaccins. Oui. En gros, et on voit finalement les choses, on voit bien qu'elles changent de semaine en semaine, pour pas dire de jour en jour, les indications. Finalement, ce serait peut-être bien de rappeler comment on gère les populations pédiatriques actuellement, si elles sont en foyer, si elles sont handicapées. Derrière ça, si on prend en considération les populations adultes, revoir comment, qui peut accéder à la vaccination en tant que professionnel ou en tant qu'adulte citoyen simple, et enfin pour quelle population, quel vaccin. Juste un récapitulatif, parce que c'est vrai que ça a changé, ça a pu changer dans les dernières annonces. Alors c'est sûr que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, je crois plutôt heureusement, mais cela ne simplifie pas les choses, c'est qu'il y a eu de nombreuses adaptations de la campagne depuis le début, tout à fait fin décembre. Certaines étaient tout à fait programmées, mais d'autres ne l'étaient pas et sont liées aux adaptations nécessaires aux informations qui sont arrivées. Bon, je rappelle le cadre général, enfin, chacun le connaît, qui a été de privilégier, évidemment à juste titre, de protéger tout d'abord les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, en fonction de l'âge, puisque chacun sait que le critère d'âge est de loin celui qui est le plus fort en termes de déterminer le pronostic du Covid, mais aussi de maladies. Donc on avait défini une petite, c'était quand même 600 000 personnes, population malade à très haut risque de Covid qui ont pu être vaccinées dès la mi-janvier. Et puis ensuite, un peu plus tard, mais maintenant les dates se confondent dans ma tête, les personnes de plus de 50 ans avec autres types de comorbidités, obésité, hypertension artérielle, etc., ont pu être vaccinées. Et depuis peu de temps, maintenant, toutes les personnes vulnérables, à partir de l'âge de 18 ans, je reviendrai aux enfants après, et même 16 ans, excusez-moi, c'est 16 ans depuis le début de la semaine, toute personne qui a une pathologie qui fragilise et au sens large peut être éligible à la vaccination sans restriction. Et donc ça a été fait progressivement, finalement, en 1, 2, 3 étapes sur ce plan précis. Et les classes d'âge, comme vous savez, donc ça a été tout d'abord les EHPAD, les plus de 75, puis 70, et puis on est descendu 65, 60, maintenant donc vient de s'ouvrir la vaccination pour les plus de 50. Donc c'est la toute dernière étape qui vient d'être franchie dans la vaccination fondée sur la fragilité, en l'occurrence fragilité liée à l'âge. Maintenant, il reste devant nous, évidemment, le très grand nombre de personnes en bonne santé, sans facteur de risque,
âgés entre 18 et 50 ans, ou j'aurais envie de dire même entre 16 et 50 ans, qui seront éligibles à la vaccination de façon globale, quelque part à partir de la mi-juin. Donc c'est la dernière étape, mais elle est majeure pour arriver, je pense qu'on en reparlera, à l'immunité de groupe. Alors les enfants, comme vous le savez, pour l'instant, il n'y a pas d'autorisation de vacciner les enfants parce que on vient d'avoir les premières données d'efficacité et de sécurité pour la population des 12-15 ans du vaccin ARN Pfizer qui donne de bons résultats sur quelques milliers d'enfants de cet âge vaccinés, mais il n'y a pas pour l'instant d'autorisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de recommandation de vacciner telle ou telle population d'enfants, en tous les cas de façon globale. Il y a une recommandation qui a été faite qui rejoint celle des adultes profondément immunodéprimés, comme par exemple les sujets transplantés d'organes, les gens en dialyse, éventuellement d'ailleurs qu'ils puissent recevoir une 3e dose de vaccin, parce que on sait que chez eux la vaccination n'est pas totalement efficace, mais de vacciner leur entourage. Et ça s'applique aussi aux enfants qui ont en situation de grande fragilité, c'est-à-dire des enfants qui ont eu des transplantations d'organes, des enfants qui sont en traitement actif de cancer, des enfants qui sont en train d'avoir une greffe de moelle osseuse, donc une petite population, mais à très haut risque. Alors ça c'est clair. Maintenant, au cas par cas, moi j'ai été amené à discuter ça avec un certain nombre de collègues pédiatres, je ne suis pas sûr en tous les cas récemment à Toulouse. Donc Toulouse c'est chez vous, hein, je dis pas de bêtises quand même. Mais une notion de géographie reste correcte. Il y a eu une discussion là pas plus tard que la semaine dernière à propos d'enfants qui ont une pathologie génétique rare qui les expose extrêmement, très fortement à un Covid sévère. Bon, c'est pathologie exceptionnelle. Hein, c'est dans mon domaine de compétences d'immunologie. Ma collègue de Toulouse m'avait contacté pour demander si je pensais que c'était une indication. On en a discuté au sein du centre de référence des pathologies concernées. On a dit oui. Il y a eu une résistance que je peux comprendre de la part des médecins en charge du centre de vaccination. Je crois que c'est à Purpan, si je me trompe pas, à Toulouse. Mais en discutant avec eux, en disant qu'au cas par cas, sur des situations de ce type, il était raisonnable de vacciner les enfants, même si on n'avait pas encore toutes les informations officielles, entre guillemets, sur la sécurité et l'efficacité, parce que le niveau de risque est tel que il est raisonnable de le faire. Donc, je pense que la réponse pour les enfants, donc ce sont évidemment, heureusement d'ailleurs, des situations rares d'enfants qui sont très exposés. Je rappelle que quand même, globalement, la mortalité, la morbidité du Covid chez l'enfant est très faible, non nulle, c'est clair, mais très faible. Ils doivent se discuter au cas par cas avec les médecins spécialisés, typiquement pour les maladies rares, à travers les centres de référence des pathologies concernées. Mais il ne peut pas y avoir de recommandation globale pour l'instant. Je pense que dans un délai pas très loin, va être demandée une autorisation pour la vaccination des adolescents. Alors, les Américains vont commencer à vacciner les adolescents. Ça, c'est une autre discussion en général. Mais donc, ça se facilitera progressivement en ce qui concerne les enfants malades. Quant à la vaccination des enfants bien portants, peut-être on en discutera tout à l'heure, on verra si la question est posée. Et il y avait dernier point, c'était quel vaccin pour quelle population. Alors là, en fait, aujourd'hui, il y a un seul point qui concerne cette question, qui est les vaccins adénovirus, compte tenu du fait que malheureusement, de façon rare mais significative, ces vaccins, et plutôt chez les sujets jeunes, exposent à des risques d'accidents thromboemboliques. Je rappelle que c'est en France 28 cas pour un peu plus de 4 millions de personnes vaccinées, donc c'est faible, mais ce sont quand même des complications rares. Il y a eu quelques décès, et donc dans l'analyse des risques comparatifs entre le Covid sévère en fonction de l'âge et le risque d'accident thromboembolique, il a été considéré, et je pense que c'est tout à fait raisonnable, de ne pas vacciner par prudence par l'AstraZeneca, mais d'utiliser systématiquement le vaccin ARN chez des personnes âgées de moins de 55 ans, et y compris même pour celles et ceux qui avaient reçu l'AstraZeneca première dose, que leur seconde dose soit faite par prudence avec un vaccin ARN, ce qui ne pose pas de problème particulier. Mais donc le vaccin AstraZeneca et Janssen sont mis dans le même type d'indication, sont réservés dans l'état actuel des connaissances, ça peut encore bouger, aux personnes âgées de plus de 55 ans, mais je pense qu'il est important de rappeler à tous que l'efficacité de ces vaccins à l'égard du variant britannique, qui est très largement majoritaire en France, et j'ai vérifié dans votre région, vous n'avez pratiquement pas d'autres variants que le variant britannique,
ces vaccins sont aussi efficaces que les vaccins ARN. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Et la sécurité d'emploi pour les personnes âgées de plus de 55 ans est excellente. Donc, j'insiste sur, je sais qu'il y a une difficulté, qu'il y a des questions, qu'il y a des réticences, mais il n'y a aucune raison de ne pas utiliser, donc je le dis en double négatif, il y a toutes les raisons d'utiliser le vaccin AstraZeneca ou le vaccin Janssen chez les personnes âgées de plus de 55 ans, soit en première dose. Il y a encore un certain nombre de quelques millions de personnes qui n'ont pas eu leur première dose et qui ont plus de 55 ans, soit évidemment aussi en seconde dose pour ceux qui ont déjà été vaccinés. Voilà, c'est la seule restriction d'âge qui existe aujourd'hui, c'est pour les moins de 55 ans, ils doivent recevoir obligatoirement, pour les raisons que je viens d'évoquer, un vaccin ARN messager. Donc, il y a beaucoup de questions sur, vous vous doutez bien, sur la sécurité autour du vaccin AstraZeneca, oui, la difficulté à lever les réticences de la population et à mobiliser les personnes pour accepter ce vaccin AstraZeneca. Et dans cette série de questions, de demandes, il y a donc quelle est la stabilité des informations et des protocoles qui sont donnés aujourd'hui et l'estimation des changements qui peuvent apparaître dans les tout prochains jours, en particulier sur la question de la 3e dose qui a été portée pour le vaccin Pfizer par exemple, voire des vaccins qui sont à une seule dose comme le Janssen qui apparaît. Et dans ces questions-là, ce qui revient fréquemment, c'est est-ce qu'on va être sur des vaccinations saisonnières comme pour la grippe et envisager le renouvellement chaque année d'une ou deux injections. Et dans ces notions de combinaison, excusez-moi, ça fait beaucoup de questions, mais elles me paraissent groupées. Dans ces notions de combinaison, comment passe-t-on? Quelles sont les problématiques? Vous y avez un peu répondu, mais il y a beaucoup de questions là-dessus. D'un vaccin à l'autre, voilà, et quel que soit le vaccin qui a commencé, quels sont les risques et comment avoir des informations qui rassurent la population. Alors, je vais essayer de répondre à l'ensemble de ces questions en reprenant la problématique des vaccins adénovirus et AstraZeneca en particulier. Le tout premier point, c'est stabilité de recommandation. A priori, sauf événements nouveaux, informations nouvelles que nous ne connaissons pas aujourd'hui, elles vont pas bouger dans les jours et les semaines qui viennent. Maintenant, on peut tout à fait apprendre des travaux en cours qui sont très actifs sur la compréhension des mécanismes, par exemple, de ces accidents thromboemboliques. Ce qui serait formidable, c'est qu'on arrive à détecter une petite population à risque, par exemple, et que les autres soient moins à risque. Mais c'est pas très très probable qu'on en arrive là. Donc, il est le scénario de loin le plus plausible est que les recommandations telles que je les ai définies il y a 2 minutes ne bougent pas pour les semaines qui viennent. Je pense, si je me permets un commentaire supplémentaire, la France a une position médiane et que je trouve sage. Bon, j'ai contribué à cela, donc je sais pas tout à fait objectif ce que je dis, mais enfin, entre certains pays qui ont pris une position extrêmement dure à l'égard des vaccins AstraZeneca, et de mon point de vue excessif, que sont certains des pays du nord de l'Europe, qui n'utilisent plus le vaccin AstraZeneca, et à l'inverse des pays comme nos voisins britanniques, allemands et oui, qui maintenant proposent encore, ou reproposent pour l'Allemagne depuis peu de temps, la vaccination pour les moins de 50 ou moins de 55 ans en faisant signer aux gens un papier de décharge, en gros. Ça nous paraît aller un petit peu loin et quand même une prise de risque que j'ai évoquée tout à l'heure qui, sans être très forte, n'est pas négligeable comparativement au risque de Covid sévère. Donc il nous semble que la position médiane, qui est quand même de celle des autres pays européens, est assez raisonnable, où elle essaie de combiner l'intérêt d'utiliser ce vaccin, je rappelle la très grande efficacité et surtout dans le contexte actuel à l'égard du variant britannique, et la sécurité chez les personnes les plus âgées, contrairement à ce qui se passe pour les moins âgés. Donc voilà, après, c'est une force de conviction. C'est intéressant d'observer que ces réticences, elles s'observent moins dans d'autres pays, et ça explique probablement aussi pourquoi l'Allemagne a cette position. Les Allemands n'ont guère de réticence sur le vaccin AstraZeneca, les Espagnols non plus. Et quand on regarde la consommation des stocks de ces vaccins en Allemagne et en Espagne, c'est à flux tendu, alors qu'en France, il y a aujourd'hui entre 1 et 2 millions de doses non utilisées, parce que malheureusement, il y a cette réticence. Alors qu'il faut relativiser, je rappelle qu'il y a à ce jour plus de 4 millions de Français qui ont reçu le vaccin AstraZeneca, et c'est très bien, dont environ 3 500 000 qui ont plus de 55 ans. Les autres, c'était dans la phase précédente, avant que ne surviennent ces accidents. Et donc, on a quand même, heureusement, ce vaccin nous sert, mais il pourrait nous servir plus. Et je répète que
Ça, c'est après des aspects culturels qui font que dans certains pays, les craintes qui s'expriment un peu fortement dans nos pays s'expriment moins. Je répète, au moins l'Espagne et l'Allemagne. Évidemment, nous sommes les mêmes, les risques sont les mêmes, objectivement. C'est juste une question de perception de risque. De mon point de vue, sur le plan de la perception de risque, je pense que les citoyens espagnols et allemands sont plus sages que les Français. Mais bon, voilà. Après, il faut convaincre tout le monde qu'il en est ainsi. Alors, la combinaison, donc, dans ce contexte où on a, donc, par prudence, considéré qu'il était mieux de ne pas continuer à vacciner par l'AstraZeneca les personnes âgées de moins de 55 ans, la logique, pour leur offrir la meilleure protection possible, les personnes de moins de 55 ans qui avaient déjà reçu une dose d'AstraZeneca, beaucoup de professionnels de santé, en l'occurrence, parce que rappelez-vous, c'est avec les professionnels de santé que cette vaccination a commencé, c'était de leur proposer une seconde vaccination par un vaccin ARN. Alors, il n'y a pas de crainte à avoir de cette vaccination qu'on qualifie techniquement d'hétérologue, parce que, in fine, le produit des vaccins est le même. C'est-à-dire, c'est la protéine spike du virus, c'est ça qui est l'immunogène qui induit la réponse immunitaire. Donc la seconde dose, elle vient sur la première dans un contexte où il y a la mémoire de la première et permet, on le sait, une expansion très très forte des cellules du système immunitaire, une production d'anticorps extrêmement élevée qu'on observe à peu près 7 jours après la seconde dose. Donc pas d'inquiétude, ça va être vérifié, c'est en train d'être vérifié, mais vraiment pas d'inquiétude. Non seulement pas d'inquiétude, mais il se pourrait même, fondé sur des données animales, dans des vaccinations, dans des modèles animaux, que ça soit mieux de vacciner avec un AstraZeneca suivi d'un ARN messager que par 2 ARN messagers ou 2 AstraZeneca. Ces données, on les connaîtra. Les Anglais ont une étude en cours où ils ont croisé dans tous les sens et tous les délais possibles. Mais si ça se trouve, donc il y aura même une bonne surprise. Mais même s'il n'y a pas une bonne surprise, il n'y a pas de crainte à avoir, ni en termes de tolérance, ni en termes d'efficacité. Et donc les personnes âgées de moins de 55 ans, à qui aujourd'hui ou demain on va proposer comme seconde dose un vaccin ARN messager, peuvent se vacciner en toute tranquillité. Ça, c'était pour l'AstraZeneca et les combinaisons. Troisième dose. Alors, il y a plusieurs choses à dire pour la troisième dose. On parle alors, je voudrais bien distinguer ce qu'on appelle une troisième dose et le rappel. Troisième dose, c'est avec l'idée de renforcer les défenses immunitaires contre le Covid des personnes immunodéprimées. Rappel, c'est une question qui se pose pour nous tous. J'en parlerai après. On s'est aperçu au cours de ces dernières semaines que parmi les personnes les plus immunodéprimées, en premier lieu, les transplantés d'organes, mais aussi quelques patients traités pour cancer, les patients avec une leucémie lymphoïde chronique qui ont certains types de traitements, et les patients avec des lymphomes qui ont des traitements par l'anticorps anti-CD20 rituximab. D'autre part, les patients atteints de maladies auto-immunes également traités par du rituximab ou bien par certaines chimiothérapies immunosuppressives, que ces patients avaient un degré d'immunité induite par la vaccination classique qui pouvait être insuffisant. C'est pas obligatoire du tout, mais qui pouvait être insuffisant. Et donc, dans ce contexte, il a été préconisé, dans la mesure où malheureusement, il y a quand même eu, parmi au moins les transplantés d'organes, des cas de Covid graves après vaccination complète, y compris 3 décès de mémoire en France. Et puis il y a des données équivalentes à l'étranger. Donc la préconisation, la recommandation est de 3 choses pour ces personnes. Malheureusement, de rester très strict sur les mesures barrières, évidemment, plus que les autres encore. Deuxièmement, donc la possibilité de recevoir une 3e dose de vaccin du type de ceux qu'ils ont reçus, mais en général, ils ont quasiment tous reçu les vaccins ARN. Troisièmement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de vacciner leur entourage, donc pour les protéger par tous les moyens possibles. Ça, c'est la 3e dose. Pour l'instant, ne sont concernés que les personnes, les groupes de malades que je viens d'évoquer. Se pose la question de l'efficacité, de la durée de la protection chez les personnes très âgées, et notamment en EHPAD. Il y a quelques foyers qui ont été repérés en France, je crois 20-25, sur plusieurs milliers, 7-8 000 EHPAD de mémoire, survenus de Covid chez les sujets complètement vaccinés en EHPAD. Donc, on sait de toute manière générale que même si la protection contre l'infection et la maladie grave est très bonne, c'est 90% et plus, mais c'est pas 100%. Et a fortiori chez les sujets plus âgés. Donc il y a une discussion, une réflexion en cours, mais il n'y a pas de décision de prise, d'avoir une analyse plus approfondie de la fréquence et la sévérité de ces cas chez les sujets les plus âgés pour savoir s'il y a une justification ou non de 3e dose. Il n'y a pas de décision prise à ce jour, donc il n'y a pas de recommandation en ce sens. Donc pour l'instant, la 3e dose, ce sont les sujets immunodéprimés dont je vous ai donné la liste. Et point final. Ensuite, il y a la question
du rappel. Donc, je distingue la troisième dose et la question de la vaccination saisonnière. Évidemment, cela est lié à la réponse à la question de savoir quelle est la durée de protection conférée par la vaccination. Aujourd'hui, ce que nous avons des informations qui commencent à être assez précises concernant les vaccins ARN messagers, donc Pfizer et Moderna, où les données indiquent, bonne nouvelle, que 6 mois après la vaccination, donc ça concerne les personnes qui ont été vaccinées l'été dernier dans le cadre des essais cliniques de phase 3, 6 mois après, la protection reste excellente. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc au moins déjà, on a 6 mois de gagné. Maintenant, est-ce que ces 6 mois vont se transformer en 9 mois, en 12 mois, voire plus? Évidemment, nous n'en savons rien aujourd'hui. Il faut recueillir des données et suivre cela. La question donc, y aura-t-il besoin pour les personnes en bonne santé, les jeunes, même certaines qui sont pas encore, la plupart sont pas encore vaccinées de première dose, mais auront-ils besoin ultérieurement de rappels saisonniers? C'est possible, c'est même plausible, mais ce n'est pas certain. Avec quel vaccin, de nouveaux vaccins ou les mêmes, on ne le sait pas. Ça va dépendre aussi d'une autre inconnue, c'est l'évolution des variants. Pour l'instant, on a le variant britannique qui est assez contagieux, mais à l'égard duquel tous les vaccins à notre disposition sont tout à fait efficaces. C'est évident que s'il y avait une évolution du virus, cela pourrait avoir un impact sur la vaccination et notamment sur les rappels. De façon intuitive mais non fondée aujourd'hui, il est probable que en termes de rappel, il faudra commencer, ça rejoint un peu le point précédent, par les personnes les plus fragiles, donc celles qui ont été vaccinées en janvier, février, mars, etc. Logiquement, elles sont prioritaires au rappel. Est-ce que cela devra commencer dès l'automne ou un peu plus tard? Trop tôt pour le dire. Ah oui, il reste Janssen. Dernière question, le Janssen. Alors, il a une bizarrerie, le Janssen, donc qui est aussi un vaccin à adénovirus, c'est la société Janssen ou Johnson & Johnson dit que une seule dose suffit. C'est fondé sur le fait que cette dose est efficace, indiscutable, mais elle n'est pas plus efficace qu'une dose d'AstraZeneca. Même niveau de protection. C'est bien, mais c'est pas top. Ce qui me fait dire, mais là, ça n'engage que moi, c'est que je pense qu'in fine, ça ne sera pas une dose ou 2 doses lorsqu'on aura les informations qu'on n'a pas aujourd'hui sur l'effet de 2 doses de Janssen. Il y a un essai clinique phase 3. On aura des résultats, je pense, d'ici quelques semaines. Et je serais extrêmement surpris, en tant qu'immunologiste, je serais prêt à battre ma coupe et à changer de métier s'il le faut, mais je serais extrêmement surpris que 2 doses ne fassent pas mieux qu'une dose. Ce vaccin, il a le même principe, la même technologie que l'AstraZeneca. Donc, ça me paraît pas possible que 2 doses fassent pas mieux qu'une dose. Ça serait assez décevant. Et donc, je pense que le 1 dose actuel se transformera in fine en 2 doses. Mais si je me trompe, je l'admettrai ça m'étonnerait que je me trompe. Donc, vous avez répondu par anticipation à la question de la présidente de l'URPS, pharmacien Valérie Garnier, qui s'interrogeait sur une dose, 2 doses. Il y a des directeurs, des responsables d'établissement qui posent 2 types de questions. Dans un établissement, la majorité, les 3/4 des patients de plus de 90 ans ont attrapé le Covid dans cet établissement début janvier, entre le 3 et le 19 janvier. Une injection est prévue le 18 juin, une première dose. Est-ce qu'il faudra prévoir pour ces patients une seconde dose? Et tant qu'on est dans un registre un peu différent, mais toujours dans les établissements, est-ce qu'un responsable d'établissement a le droit de demander à son personnel qui n'aurait pas réalisé la vaccination par le service de l'établissement, de savoir s'ils sont ou non vaccinés? Ok. Alors, sur la première question, ça rejoint en gros la discussion précédente, puisque comme vous le savez, la préconisation pour les personnes qui ont eu le Covid, c'est de leur faire une dose de vaccin, une seule, entre 3 et 6 mois après le moment de l'infection. Donc, on peut considérer qu'ils vont en être ainsi pour ce groupe de personnes âgées de 90 ans environ d'un établissement, et qu'ensuite, on verra, mais ils rejoindront la discussion générale de ce qu'il faudra faire, mais on peut pas y répondre aujourd'hui, concernant les personnes âgées, probablement à l'automne, est-ce qu'il faudra prévoir un rappel à ce moment-là ou plus tard. Cela dit, pour ces personnes qui vont avoir une vaccination maintenant, je pense que le rappel, il sera pas à l'automne, sauf variant extraordinaire. Il sera plus tard, j'imagine. C'est assez remarquable d'observer, je fais une parenthèse, on râle tous les uns les autres sur ce qui marche pas, mais quand il faut de temps en temps saluer ce qui est efficace, ces vaccins sont d'une efficacité incroyable, même si c'est pas à 100%.
et y compris chez les personnes âgées, les personnes très âgées, ce qui n'était pas attendu à ce point-là, franchement. C'est vraiment assez, c'est un mot qu'on galvaude souvent, mais là, je l'emploie en toute conscience, extraordinaire, le résultat obtenu. Y compris chez les gens, je le répète, très âgés, même si c'est pas parfait. Alors, quid des professionnels de santé en EHPAD? Alors, il y a eu un... Pardon? Non, on vous écoute. Pardon, je croyais qu'il y avait une interpellation. Il y a eu un bon effort de fait pour que ces personnes se vaccinent, mais on n'y est pas tout à fait encore. Hein. Les chiffres que donne Santé publique France, malheureusement, surestiment un peu, semble-t-il, le taux de couverture vaccinale des professionnels de santé en établissement, parce que ça inclut des bénévoles et des personnes qui ont été vaccinées sur place, ce qui est très bien, mais du coup, fausse un peu les chiffres. D'après plusieurs directeurs d'établissements avec qui on a discuté récemment, la couverture vaccinale, plutôt que de 80, serait plutôt autour de 60-65%, ce qui est pas mal, mais pas suffisant. Clairement pas suffisant. Mais comme vous savez, certains ont évoqué à ces propos, c'est revenu de temps en temps, la question de l'obligation vaccinale, alors, bon, qui a ses mérites et ses inconvénients, mais j'aurais envie de dire, à propos de la question posée par un directeur d'établissement, est-ce que le directeur d'établissement peut savoir demander à une personne s'il est vacciné ou pas? Je pense que la réponse est oui, parce que ceci peut avoir un impact sur le poste de travail. Quelqu'un qui n'est pas vacciné est à risque de transmettre. J'aurais dû rappeler avant que c'est clairement aujourd'hui, au moins pour les vaccins ARN messagers, qu'ils sont efficaces pour prévenir la transmission du virus. Donc plus que jamais, ça justifie la vaccination des professionnels de santé, dont, pas exclusivement bien sûr, mais dont les professionnels de santé qui travaillent en EHPAD. Donc je pense que ceci a un impact pour moi sur l'organisation du travail, même si ça peut être difficile. Donc je pense je prends la responsabilité de dire qu'un directeur d'établissement est en droit de savoir si une personne est vaccinée, et également bien sûr, mais évidemment elle ne peut pas l'obliger, mais de lui rappeler, la mettre face à ses responsabilités sur le fait que c'est quand même difficile d'imaginer que quand on travaille à proximité avec des personnes extrêmement fragiles, qui, même si elles ont été vaccinées, ont encore un risque, et a fortiori si elles ne l'ont pas été, il n'est pas possible de ne pas prendre toutes les précautions, et que la vaccination est quand même un geste, c'est 2 injections, enfin c'est assez anodin, même si ça peut donner un peu de fièvre ou ceci, cela, c'est quand même tout à fait anodin, et que je me permets de rappeler un concept qui me paraît fondamental dans cette affaire, et je pense qu'un directeur d'établissement est en droit de le rappeler aux personnes qui travaillent dans son établissement, c'est la notion d'exemplarité à l'égard des personnes qu'ils prennent en charge et de leur famille. Et d'ailleurs, la question peut se poser aussi pour les familles. Ainsi. Un pharmacien nous dit qu'il reste des stocks d'AstraZeneca. Oui. Se périment au mois de juillet 2021 et il souhaite savoir quand est-ce qu'elle pourra les utiliser. Est-ce qu'elle peut les utiliser au mois de juillet? Ah oui, de toute façon, tant que la date de péremption n'est pas atteinte, il n'y a pas de souci. Par ailleurs, il est quand même assez probable, ça ce sera à vérifier avec les pharmaciens de Santé publique France, mais enfin que les dates de péremption vont être prorogées au fur et à mesure, parce que les informations arrivent sur la stabilité de ces vaccins. Mais en tous les cas, utiliser en juillet un vaccin qui tient jusqu'à juillet, il n'y a pas de souci. Et je suis à peu près certain, il faudra le vérifier au fur et à mesure et les informations seront données que la date de péremption de ces vaccins sera progressivement, enfin, dans certaines limites évidemment, retardée. Alors une question plus intéressante, puisque quelqu'un qui a reçu juste avant ses 55 ans un vaccin d'AstraZeneca et qui souhaiterait avoir la deuxième dose en AstraZeneca se demande s'il peut l'avoir et s'il peut l'inscrire sur son carnet de vaccination. Ouais, bon, oui. La réponse est oui, évidemment. Il n'y a pas de souci. Dans ce sens-là, c'est vraiment pas de souci. Ils ne sont pas nombreux à demander des AstraZeneca, mais une bonne manière, dans les centres de vaccination, dans nos cabinets médicaux, une bonne manière de convaincre les patients, c'est quand même d'arriver à leur dire, de leur parler des études, et finalement de la réponse et de l'efficacité du vaccin sur tel ou tel variant. Est-ce que vous aviez, lors du dernier webinaire, vous nous aviez fait état des dernières études sur les variants sud-africains, brésiliens, vous étiez en attente de réponse. Est-ce que vous avez plus de chiffres à nous donner sur l'efficacité de tel ou tel vaccin sur ces variants? Et en corollaire, finalement, et on l'a entendu dans les médias,
on voit que Pfizer notamment, enfin les ARN messagers sont en train d'être travaillés pour s'adapter aux variants. Quand est-ce que l'on pense voir arriver ces nouvelles moutures de vaccins ARN messagers efficaces contre les variants qui ne sont peut-être pas encore présents mais qui risquent de venir? Et lesquels? Ok. Alors évidemment, c'est une question fondamentale qui fait l'objet d'une grande sollicitude de beaucoup de monde. Alors, les variants. On va commencer par le britannique, parce que c'est celui, encore une fois, qui est largement prédominant en France, qui a provoqué la poussée d'augmentation du taux d'incidence qu'on a observé fin d'année et tout le premier trimestre 2021. Donc là, les nouvelles sont bonnes puisque tous les vaccins à notre disposition, donc les 2 vaccins ARN et les 2 vaccins à adénovirus, sont tout à fait efficaces sans aucune restriction. Et ils le sont de façon égale. Et que ceci soit mesuré sur le taux d'infection, le taux d'hospitalisation, d'hospitalisation en réanimation. À l'égard du variant sud-africain, nous savons que les anticorps générés par tous les vaccins sont un peu moins efficaces à des degrés divers que à l'égard des virus antérieurs. Est-ce que ça se traduit par une perte d'efficacité clinique? Pour les vaccins, enfin, on a des données précises pour le Pfizer, moins pour le Moderna. Apparemment, c'est non. Pfizer a fait état récemment de données de protection qui restent à un très haut niveau à l'égard du variant sud-africain. On a des données concernant le vaccin Janssen où le taux de protection contre l'infection première dose, puisqu'on a ça pour l'instant, descend de 72 à 57% à l'égard du variant sud-africain. Et en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, on a des données que dans une population jeune, regardant le taux d'infection bénigne, où le taux ça marche pas. Mais cela ne nous dit pas, ça on sait toujours pas, malheureusement, si l'AstraZeneca serait efficace pour protéger contre les formes sévères du variant sud-africain. À l'égard du variant brésilien, les variants brésiliens en fait un peu moins, induit un peu moins de résistance à la réponse immunitaire. Donc, en gros, pour simplifier, ce que je vous ai dit pour le variant sud-africain est juste pour le variant brésilien, en sachant que c'est plutôt un peu mieux pour le variant brésilien, ce qu'on voit assez bien lorsqu'on regarde les anticorps neutralisants. À l'égard de nouveaux variants, le nouveau variant qui fait le plus parler actuellement, c'est le variant indien, dit indien, qui n'est pas totalement responsable de l'énorme poussée de l'épidémie en Inde, mais qui on retrouve en grande fréquence dans certaines régions d'Inde, mais pas partout, ce qui montre que les choses sont pas si simples. Il semblerait, on n'a pas les données pour l'instant, c'est trop tôt, mais d'après les mutations qu'il porte, il y a des chances qu'il se comporte à peu près comme le variant sud-africain et brésilien. On retrouve les mutations dans les mêmes positions. Ce qui fait un bilan global qui est plutôt rassurant, pas totalement, mais plutôt rassurant, qui ne pose pas de problème dans la situation actuelle en France. Le variant sud-africain a été un moment assez prédominant en Moselle, c'était en février par là. De ce fait, par prudence, il avait été décidé d'augmenter la vaccination par les vaccins ARN dans cette région, dans ce département, pardon. Et depuis, la situation a évolué dans le bon sens, parce que la prévalence du variant sud-africain est descendue de 40 à 15%, et globalement, le taux d'incidence aujourd'hui en Moselle est assez faible, je crois que c'est 120, un truc comme ça, donc en dessous de la moyenne nationale. Néanmoins, il y a un petit point de vigilance en Île-de-France, où en fonction des départements, enfin globalement, de mémoire, 11% des virus typés en Île-de-France sont du variant sud-africain, mais le taux d'incidence, comme dans le reste de la France, diminue, même s'il est plus élevé en Île-de-France que partout ailleurs. Donc il y a une vigilance, mais il n'y a pas de nécessité de prise de décision particulière à l'égard de la modification de la stratégie vaccinale fondée sur les variants. Pour le futur, évidemment, personne ne peut prédire ce qui peut se passer, et il faut prévoir le pire, entre guillemets. Le pire, donc, serait l'émergence d'un variant de mutation qui viendrait se greffer sur un des variants actuels, mettons sud-africain, et qui le rendrait moins sensible à la réponse immune induite par les vaccins. Donc, pour essayer de pallier ce risque qui est théorique, mais qu'il faut considérer, les laboratoires, surtout l'ARN messager, mais aussi, on n'en a pas parlé encore, de futurs vaccins à protéines, avec typiquement celui de Sanofi, qui devrait être disponible quelque part au second semestre, plutôt en fin de second semestre, sont en train de produire des vaccins où le matériel antigénique, c'est déjà le variant sud-africain. De telle manière que la réponse immune qui devrait être induite, soit sous forme de rappel ou de primo-vaccination,
soit plus proche d'un futur variant, et donc un peu sur le principe de la vaccination antigrippale où on s'adapte aux évolutions du virus, la vaccination s'adapterait aux évolutions du virus. Donc on verra si c'est nécessaire d'utiliser de tels vaccins. C'est pas illogique de toute façon utiliser un vaccin qui cible le variant sud-africain pourvu qu'il soit efficace sur les variants britanniques, donc c'est dans l'autre sens. Il y a toute chance de penser qu'il le sera, n'est évidemment intéressant. Donc voilà où on en est aujourd'hui, mais évidemment il y a pas toutes les réponses. Il y a un élément aussi qui est plutôt rassurant, c'est que avec ces nouvelles technologies vaccinales, et en particulier ARN, c'est qu'on peut aller très vite, c'est-à-dire qu'on peut élaborer, j'ai encore entendu récemment un exposé des scientifiques qui s'occupent des vaccins chez Pfizer et BioNTech, en moins de 3 mois, on peut générer des nouveaux vaccins si nécessaire, s'il y avait un nouveau variant qui apparaissait. Donc il y a une plasticité du système, la technologie, qui est bien supérieure à ce qu'on a connu dans le monde de la vaccination dans les années passées, qui ferait que si on prend les choses au pire du pire, qu'il y aurait un nouveau variant inattendu, en 3 mois, on pourrait disposer d'un vaccin adapté, ce qui est assez remarquable. Tout cela répond bien à des questions, alors notamment sur la date d'arrivée du vaccin français, mais d'autres questions apparaissent quand un patient va contracter le Covid après la première injection. À quelle date est-il conseillé de faire la seconde injection, si c'est dans les 6 mois? Et il y a des questions aussi plus ciblées sur le motif de la recommandation de faire un titrage d'anticorps chez les patients dialysés pour leur 3e dose, alors que ça n'est pas demandé pour d'autres patients immunodéprimés, et s'il y allait avoir une évolution vers ce titrage, en particulier à partir d'études telles que l'étude qui est citée dans une question qui est Cove-Popart. Oui, Cove-Popart, oui. Pour la première question, la réponse pour l'instant, elle pourrait évoluer, mais c'est quelqu'un qui a eu une première dose de vaccin puis qui fait le Covid. A priori, on peut considérer que le Covid est égal à la seconde dose, donc on fait rien de plus. De la même façon, c'est le symétrique inverse du Covid puis une dose. Pourquoi chez les sujets dialysés, il y a une préconisation de surveillance du titre d'anticorps et nulle part ailleurs? Parce que c'est une situation qui est encore incertaine. C'est-à-dire qu'il y a, si on regarde les publications scientifiques de ces dernières semaines et ces derniers jours, il y a des signes d'alerte sur le fait que les sujets dialysés feraient moins bien des anticorps. On sait que les dialysés sont à risque d'une manière générale de Covid sévère, mais qu'après vaccination, les sujets dialysés, dans certaines études, feraient moins bien des anticorps, pour certains pas d'anticorps, mais pour d'autres études, le résultat n'est pas concordant. Donc on est dans le doute. On attend des résultats, d'ailleurs, en particulier d'études françaises en cours sur cette question. Et ce qui a été préconisé, c'est dans l'attente, et de façon un peu exceptionnelle par rapport à toute autre situation, il pouvait être utile de céder de la sérologie, même si c'est un pis-aller, parce que la sérologie ne peut pas à soi seule témoigner de l'efficacité de la vaccination. On peut penser qu'une sérologie positive, et je vais dire dans un instant laquelle, est plutôt rassurante, mais une sérologie négative ne signifie pas forcément que la vaccination était inefficace. C'est plus compliqué que cela. Il y a notamment l'intervention de l'immunité cellulaire. Mais dans le doute, c'est une préconisation actuelle, en sachant qu'a priori, d'ici quelques semaines, j'espère assez vite, la préconisation changera vers pas d'anticorps du tout, et pas de 3e dose, ou à l'inverse, 3e dose systématique comme les transplantés, par exemple. Alors, si on fait une sérologie, et uniquement dans ces cas-là, ça doit être une sérologie anti-S, anti-spike, parce que le N n'est pas dans le vaccin, donc les gens n'ont aucune chance de faire des anticorps anti-N, anti-spike, et ça doit être une sérologie quantitative, pas juste blanc-noir. C'est très important. Ce qu'on a demandé, et je sais que c'est en cours d'instruction, c'est que pour ces patients, la sérologie soit prise en charge, qui n'est pas à payer. Voilà. Mais c'est une situation exceptionnelle. Je me permets d'insister sur le fait que pour tout un chacun qui n'a pas de pathologie, pas de risque particulier, mais même pour des sujets à risque en dehors de ce contexte, la sérologie ne sert strictement à rien et qu'il ne faut pas faire de sérologie, ce sont des dépenses inutiles ou des prises de sang inutiles. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des informations de recherche autour des cas de thrombose après le vaccin AstraZeneca, en particulier sur la question de la génétique ou d'autres formes de prédisposition? Oui, c'est évidemment une question de grand intérêt. Donc, j'ai rappelé tout à l'heure qu'heureusement, c'était quand même un accident rare, 28 cas connus en France. En Europe, je crois, c'est 180, quelque chose comme ça à peu près. Donc, vous voyez, par rapport à 4 millions de vaccinés en France, 40 millions en Europe,
C'est un peu plus fréquent, un peu moins rare, je devrais le dire, chez les sujets de moins de 50 ans, même s'il y a aussi des cas après les sujets de 50 ans. Et si on ramène au dénominateur du nombre de personnes vaccinées, c'est clair qu'il y a une différence, d'où les mesures de précaution que j'indiquais tout à l'heure, chez les plus jeunes qui, par ailleurs, sont moins à risque de Covid. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ces accidents? Ces accidents sont des thromboses veineuses survenant au niveau surtout cérébral et intra-abdominal, thromboses planchniques, comme on dit, qui peuvent être graves. Il y a à peu près entre un quart et un tiers des personnes qui sont décédées, donc c'est vraiment un souci à prendre en considération, qui s'accompagnent d'anomalies biologiques particulières, une baisse des plaquettes, thrombopénie, des anomalies de la coagulation, et qui ressemble beaucoup à une complication connue, rare également, des traitements par l'héparine. L'héparine, je rappelle pour tout le monde, un anticoagulant qui est utilisé, par exemple, chez les gens qui sont immobilisés après une intervention orthopédique, etc., de façon très rare, mais des personnes sous héparine peuvent développer des thromboses avec une thrombopénie et un marqueur biologique qu'on retrouve aussi après la vaccination par le vaccin AstraZeneca et éventuellement les vaccins adénovirus, qui est la présence d'auto-anticorps contre un constituant des plaquettes qui s'appelle PF4, si on veut être très très précis. L'idée aujourd'hui, l'hypothèse physiopathologique, c'est que chez des sujets prédisposés, mais on n'a aucun facteur de prédisposition connu à ce jour. Quelqu'un posait la question des facteurs génétiques, on peut penser qu'il y en a, mais on ne les connaît pas. On ne connaît aucun facteur de risque en dehors d'un tout petit peu l'âge, mais c'est tout. Donc l'idée est que, parce que fondée sur des connaissances déjà acquises antérieurement, c'est que les adénovirus, donc qui sont les vecteurs du vaccin AstraZeneca et sans doute Janssen, peuvent activer la paroi des vaisseaux, ce qu'on appelle les cellules endothéliales, à libérer des facteurs qui provoquent la coagulation, activent les plaquettes qui sont à la base de la formation des caillots. Les plaquettes libèrent cette substance qui s'appelle PF4 et que chez des sujets sans doute prédisposés qui ont des auto-anticorps contre cette protéine, ça aggrave le phénomène de caillots. Donc c'est l'idée qui est encore assez approximative, mais qui serait un mécanisme en fait similaire, voire identique à celui des thrombopénies induites par l'héparine. Mais si on regarde la situation des thrombopénies induites par l'héparine, c'est heureusement ça ne touche qu'un tout petit nombre de personnes, donc c'est la même chose, et on ne connaît pas aujourd'hui les facteurs de risque. Si ça se trouve, sont les mêmes. Donc ce qui veut dire d'ailleurs incidemment qu'une personne qui a un antécédent de thrombopénie induite par l'héparine, évidemment, a une contre-indication formelle. C'est la seule contre-indication formelle à l'utilisation des vaccins adénovirus. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui. On va arriver au bout du temps. Il y a encore des questions intéressantes sur la question des céphalées. C'est-à-dire qu'un patient qui a de violentes céphalées après l'injection d'AstraZeneca, il a 67 ans. Est-ce qu'il faut par précaution changer de vaccin pour la deuxième dose suite à cet effet latéral? Et d'autres questions sur la responsabilité, à la fois d'un côté des patients de moins de 55 ans qui exigeraient l'AstraZeneca, donc la médecine, on voit de tout, on voit bien, ce n'est pas que des articles journalistiques, donc on peut voir de tout, et à l'inverse, des patients qui auraient déjà eu une dose, donc de patients de plus de 55 ans d'AstraZeneca et qui refuseraient pour la seconde dose d'avoir autre chose qu'un vaccin Pfizer. Quelle est la responsabilité du médecin dans ces contextes cliniques particuliers? Pour la première question, les céphalées à 67 ans, il aurait fallu en savoir un petit peu plus. Si ce sont des maux de tête qui surviennent dans les 48 premières heures, donc typiquement ce qu'on appelle la réactogénicité des vaccins, c'est désagréable, mais c'est pas grave. Donc il n'y a pas de souci, et donc cette personne peut avoir son seconde dose d'AstraZeneca, et en général ça se passe mieux à la seconde dose qu'à la première dose d'ailleurs. Si jamais c'était des céphalées qui étaient survenues plus tard, c'est peu probable, mais entre J5 et J15, il faut faire un tout petit peu attention parce que c'est le moment où surviennent les accidents thromboemboliques et les maux de tête, les céphalées peuvent être un symptôme de thrombose veineuse cérébrale. Donc je pense qu'il faut que le cas particulier, que le médecin interroge cette personne et voit le timing des céphalées et qu'en fonction de ça, adapte ce qu'il faut faire pour la seconde dose. Pour les responsabilités juridiques, je suis pas du tout juriste, donc ce que je vais vous dire, je suis pas sûr que ça va être très très pertinent. Ce que j'ai envie de penser, en tous les cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour quelqu'un de moins de 55 ans qui exige un vaccin AstraZeneca, je pense que le médecin est tout à fait en son droit de ne pas le prescrire puisque ça ne correspond pas à une recommandation. Voilà, point. Et la personne va être mécontente, ça c'est sûr. J'espère qu'elle acceptera quand même le vaccin à ARN, mais
je ne vois pas comment, il n'y a pas de raison de céder. Il me semble que sur le plan juridique, il n'y a pas de souci puisque la recommandation, c'est d'utiliser un vaccin ARN messager. Et alors la situation inverse, une personne âgée de plus de 55 ans qui ne veut pas d'un vaccin AstraZeneca, moi je pense que je parle pas en termes juridiques, moi je parle simplement en termes de relation médecin-malade. Il me semble qu'après avoir essayé d'apporter tous les éléments d'explication qui, je pense, dans un certain nombre de cas vont suffire, mais pas toujours, j'en suis convaincu, malheureusement. Ça peut arriver aussi que les gens restent sur leur position. Moi, je pense, enfin, je serais dans cette situation, je ne prescrirais pas d'autres vaccins. Après, c'est libre à la personne de voir ce qu'elle veut faire, mais la recommandation, c'est l'AstraZeneca. Si la personne, on ne peut forcer personne de recevoir un vaccin. Si elle ne veut pas le prendre, elle le prend pas. Et je pense que c'est plutôt de sa responsabilité à elle qu'au médecin. Le médecin ne peut pas être responsable du fait qu'un malade refuse un traitement. Ça me paraît. Voilà. Enfin, je suis pas juriste, hein, mais c'est ma façon de raisonner. C'est un raisonnement clinique. Des dernières questions que va poser Cyril Chogne. Et au sujet du vaccin Moderna, donc qui est dispensable actuellement dans les vaccinations, est-ce que l'on peut espérer l'avoir dans les cabinets médicaux puisqu'il a des facilités de conservation? Est-ce qu'on peut l'indiquer chez la femme enceinte? Et est-ce que vous pouvez rappeler à ce titre à partir de quel trimestre il est recommandé de vacciner la femme enceinte et qui allait? Et voilà, de la même manière, on peut faire le pendant pour l'allaitement, pour les indications face à un allaitement. Moderna. Donc le Moderna, à titre de pilote, est utilisé en pharmacie et donc aussi par les médecins en Moselle depuis une quinzaine de jours. Et apparemment, ça se passe bien, même si c'est pas complètement simple sur le plan logistique. Mais enfin, ça se passe bien. Donc l'idée, à partir de là, et ça commence doucement, mais il n'y a pas encore beaucoup de vaccins Moderna disponibles. On doit être de mémoire 500 000 doses par semaine pour toute la France. Et ça va monter en juin, juillet et en août. Et à partir de juillet, de mémoire, je pense que je me trompe pas, il y aura environ 2 millions de doses de vaccins Moderna disponibles par semaine pour toute la France. Et l'idée, c'est de monter en puissance en juin pour qu'à partir de l'été, enfin juin c'est déjà en partie l'été, mais cet été, que la totalité ou la quasi-totalité des vaccins Moderna soient délivrés en pharmacie et donc puissent être utilisés par les pharmaciens et les médecins. Voilà. Donc, ce qui facilite. Je pense que c'est très bien. Et, enfin, nous, on a beaucoup poussé dans ce sens-là et qui facilitera aussi, donc, qui enrichit la diversité de vaccination à côté de ce qui se passe dans les centres. Pour les femmes enceintes, la recommandation qui est venue à partir des remarques faites par les obstétriciens, de quelques risques pour les femmes, des risques aussi pour les bébés en termes de retard de croissance intra-utérin. Donc, il y a une recommandation de vacciner les femmes, a priori au début de deuxième trimestre, par un vaccin ARN messager. Et voilà. Et pour les femmes qui allaitent, il n'y a aucun souci particulier, aucune contre-indication. Et bien sûr, les femmes allaitantes peuvent être vaccinées. Et compte tenu de leur âge, c'est pas un vaccin ARN messager. Oui, professeur, on se rend compte dans les cabinets, là, avec les 11 semaines ou 12 semaines d'écart pour l'AstraZeneca en termes de double vaccination, que ça nous porte au milieu de l'été et ça nous fait vraiment poser question en termes de compliance du patient, dont on se demande si vraiment il va venir faire sa deuxième dose. Quand il ne nous demande pas d'anticiper la deuxième dose à 8-9 semaines. Est-ce qu'on n'a pas intérêt dans ce cadre-là, alors on a envie, évidemment, on comprend bien qu'il faut utiliser les AstraZeneca, puisque ça met un vaccin efficace, mais est-ce que dans ce cadre-là, on n'a pas quand même intérêt à privilégier les Janssen, dont on sait qu'il y a une efficacité en une dose? Ben, pour le Janssen, je vous rappelle que, à mon avis, c'est pas que... Donc, je pense qu'il faut faire la seconde dose. Maintenant, il faut être un peu pragmatique et je dirais que dans le colloque singulier avec le patient, la personne, c'est pas un patient forcément, au sens il est pas malade, mais de s'adapter. Bon, 9 semaines, c'est un peu moins bien que 12 semaines, mais il vaut mieux 9 semaines que 0. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, ma suggestion, c'est de discuter qu'est-ce qui se rapproche, compte tenu des contraintes, entre guillemets, enfin, des impératifs de vacances, qu'est-ce qui se rapproche le mieux de la date prévue, un peu avant ou un peu après. On n'est pas à 2 semaines près. Pour les vaccins ARN, où la question va se poser aussi, hein, le délai actuel, c'est 6 semaines. Là, je pense qu'il faut avoir le même pragmatisme, mais en étant plutôt
dans l'idée que s'il faille modifier, c'est de raccourcir que de rallonger. Parce qu'on sait que l'optimal, c'est 3-4 semaines. Donc, si quelqu'un ne peut pas avoir sa dose à 6 semaines, je préfère qu'il ait à 5 ou à 4 plutôt qu'à 7 ou à 8. Mais après, il faut quand même être pragmatique et s'adapter et faire en sorte que les gens aient leur seconde dose. Alors après, vous n'avez pas posé la question, mais je sais que la question a été évoquée par ailleurs. Est-ce qu'on peut pas avoir sa seconde dose sur son lieu de villégiature? En théorie, pourquoi pas, mais vous imaginez la complication d'organisation logistique et des livraisons de vaccins, savoir où il faut mettre les doses, c'est trop compliqué. Donc je pense qu'il faut essayer de tenir bon sur l'idée que les gens reçoivent leur seconde dose là où ils ont eu leur première dose, en plus en termes quand même de suivi, de traçabilité, etc. Sur tous les plans, c'est mieux, et avec le pragmatisme et la souplesse adéquate pour que ça se passe bien. Merci beaucoup, Monsieur Fischer. C'est très clair. Alors, on est désolé pour les questions qu'on n'a pas pu vous poser. Il y avait des hématomes au point d'injection. Il y avait d'autres questions. Cet enregistrement sera disponible sur un lien que l'on vous adressera et vous pourrez revoir les questions et les réponses de Monsieur Fischer. Peut-être Monsieur Pierre Ricordeau, directeur général de l'ARS, va vous dire quelques mots avant que l'on se sépare. Non, mais vraiment, merci encore à professeur Alain Fischer parce que c'est vraiment très, très clair et vraiment très utile d'avoir ces mises au point et ces explications. On voit qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire, que les choses bougent beaucoup. Vraiment, je voulais le remercier d'être venu à nouveau et merci à Maurice Bensoussan, Dr Bensoussan, Dr Chaune, à l'URPS médecin d'avoir animé ce question-réponse. Je crois qu'on va basculer sur les questions avec la presse. Je pense que c'est Vincent Drochon, Jean-Jacques Morfois qui vont maintenant vous poser, Monsieur Fischer, professeur Fischer, les questions des journalistes qui nous ont suivis jusqu'à présent. Merci à vous, en tous les cas. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Monsieur Fischer. Alors peut-être en attendant que les questions arrivent, il y en avait une à laquelle vous avez parfaitement répondu, qui était celle de la place du vaccin Moderna dans les semaines et mois qui viennent, qui a été posée un peu par anticipation par un journaliste. Je pense que votre réponse est parfaitement claire. Peut-être pour faire la transition sur ces quelques questions et la fameuse question du rappel d'AstraZeneca pour les plus de 55 ans, vous en avez en partie répondu à la question. Pour autant, on nous signale, et dans la pratique en agence, on a aussi le cas de patients qui font une décharge. On sait, comme vous l'avez dit, c'est de leur responsabilité, ça engage finalement leur décision, mais aussi de praticiens qui font des ordonnances pour des vaccins ARN messagers suite à une première vaccination par AstraZeneca chez les plus de 55 ans. Alors, je ne sais pas si ça peut appeler des commentaires confraternels ou une remarque de votre part, mais au moins pour vous le signaler, je pense que c'est pas une surprise. Voilà, pour faire la transition et en attendant. Je veux bien faire une remarque. Je conçois le contexte et que ce soit pas toujours simple pour un médecin face à une personne qui réclame avec insistance un changement de type de vaccin, mais je pense qu'il faut que les médecins soient conscients du fait que à chaque fois qu'on fait ça, on empêche une autre personne d'être vaccinée par le vaccin ARN. On retarde le programme de vaccination en France. Donc il y a quelqu'un quelque part, on ne sait pas qui, évidemment, mais statistiquement c'est certain, qui ne sera pas vacciné alors qu'il aurait pu être vacciné. Donc je pense que c'est notre responsabilité collective, à nous médecins et aux soignants de façon plus large, à faire en sorte que la campagne vaccinale soit optimale, c'est-à-dire qu'un maximum de personnes soient vaccinées au plus vite et en sécurité. Et ça implique que les personnes âgées de plus de 55 ans qui quand ils sont au stade de la seconde dose, permettez-moi de dire pas du rappel, la seconde dose, le rappel c'est pour plus tard, mais que ce soit un vaccin par AstraZeneca et dans la mesure du possible, j'incite les médecins à tenir bon sur cette position pour les raisons que je viens d'invoquer. Merci pour votre réponse très claire. Alors, en changeant complètement de sujet, il y a une question du Midi Libre sur votre position sur le passeport vaccinal. Alors, c'est pas de passeport vaccinal en fait qu'on parle, heureusement, c'est pas tout à fait pareil, même c'est franchement pas pareil, c'est le pass sanitaire. Donc l'idée, ce qui va être mis en place, je crois, puisqu'il y a eu un vote au Parlement hier ou avant-hier. Ah, j'apprends à la seconde que l'Assemblée a rejeté. Donc bon, je croyais qu'il y avait eu un premier vote favorable.
à l'instant. Il y a un scoop à la minute, c'est que l'Assemblée apparemment a rejeté l'idée du pass sanitaire. Bon, je ne sais pas, on verra les détails, mais le concept, j'imagine quand même qu'il y aura quelque chose. En plus, c'est quelque chose qui se dessine à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, pardon. Le pass sanitaire, c'est-à-dire que c'est pas un passeport vaccinal. Il y a une chose qui serait certainement à rejeter, ce serait un passeport vaccinal, alors que la vaccination n'a pas été proposée à toute la population, parce que ce serait vraiment créer une injustice ou une inégalité qui est choquante, je pense, entre ceux qui auraient été vaccinés et parce qu'on leur a offert la vaccination et ceux qui voudraient être vaccinés mais à qui on n'a pas encore offert la vaccination. Donc ça, c'est pas possible. Le pass sanitaire, c'est un peu différent parce que on peut l'obtenir soit par la vaccination, mais aussi en démontrant qu'on a déjà eu la maladie ou en démontrant que l'on est dans les jours précédents, les 48 heures, je crois, précédents, PCR négatif. Donc ce qui permet, bon, c'est pas très simple, mais c'est faisable. Et par ailleurs, pour l'instant, le pass sanitaire, à ma connaissance, il est envisagé dans des circonstances relativement restreintes, c'est-à-dire de participation à des manifestations où il y a potentiellement beaucoup de monde, aller dans un stade, à Toulouse, j'imagine, au rugby, par exemple, ou à Montpellier aussi, ou le foot, je sais plus, à Montpellier. Bref, si les stades rouvrent, ou dans une grande foire, ou une grande manifestation. Il n'est pas prévu, à ma connaissance pour l'instant, que ce type de passe soit par exemple nécessaire pour aller, lorsque les restaurants vont ouvrir, dans un restaurant, dans un café ou dans un musée. Par contre, ils seront probablement nécessaires, même certainement nécessaires pour voyager hors de France. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le plan législatif dans l'immédiat, j'en sais rien, on verra. Mais voilà, donc voilà, je pense que le pass aménagé sous forme d'un pass sanitaire et non pas vaccinal, ce qui n'oblige pas à la vaccination, est quand même assez différent et en plus étant limité à certains nombres relativement restreints d'activités sociales. Maintenant, soyons un tout petit peu pragmatiques. Lorsqu'on sera à la mi-juin, juillet, août, où il faut vacciner la population générale, c'est-à-dire les jeunes adultes en bonne santé, ceux qui sont le plus éloignés de la vaccination, dont on sait qu'un certain nombre sont a priori réticents à la vaccination, il n'est quand même pas exclu qu'à la mise en place d'un pass sanitaire serve de forte motivation à la vaccination. Et sur ce plan-là, si on veut être pragmatique, on a quand même, il faut que tout le monde se vaccine. Si on veut se sortir de cette épidémie, il faut une immunité de groupe, et l'immunité de groupe, elle passe par un très, très, très haut taux de couverture vaccinale. Donc si ça peut aider, moi j'ai changé plutôt de position par rapport à ce que je pensais il y a 3-4 mois là-dessus. Si ça peut aider à ce qu'on ait une bonne couverture vaccinale, on attend mieux. Merci beaucoup. Alors deux questions assez différentes. La première, vos remarques sur le vaccin Janssen a suscité l'intérêt et la question c'est de savoir quand est-ce qu'éventuellement on aura des données scientifiques qui permettent éventuellement de faire évoluer la stratégie de vaccination et de pratiquer une deuxième dose. Puis une deuxième question que je me permets de vous poser tout de suite qui me paraissait particulièrement intéressante, c'est est-ce qu'on a la population générale a conscience du fait que le fait d'être vacciné ne protège pas contre le fait de contracter néanmoins le virus, voire potentiellement être contaminant. Je pense que ça fait référence aussi à toutes les mesures barrières importantes à préserver malgré la vaccination. Je me permets une petite interprétation personnelle, pardon. Oui, bien sûr. Janssen, deuxième dose. J'espère que, je ne sais pas exactement quand on aura les résultats de l'étude de l'efficacité des 2 doses. J'espère que ça sera dans un délai pas trop lointain, ce qui permettra de mieux adapter la stratégie vaccinale des personnes concernées. Mais je ne sais pas plus. Je sais que cette étude est en cours. J'ai pas un timing précis. Alors la nécessité vous avez raison d'attirer l'attention là-dessus. C'est toujours important de rappeler, c'est que dans l'état actuel de la situation de l'épidémie en France, où malgré la diminution nette de circulation du virus, du taux d'incidence, il reste quand même relativement élevé, spécialement chez nous en Île-de-France, où on est encore dans les 300 cas par semaine pour 100 000 habitants, ce qui est encore beaucoup. Chez vous, je crois que c'est plutôt 100, 120, donc c'est moindre, mais quand même, il y a du virus qui circule, donc on peut s'infecter. La vaccination n'est pas efficace à 100%. Et donc, dans ce contexte où du virus circule et qu'on n'est pas complètement protégé, il faut poursuivre l'utilisation des mesures barrières, en tous les cas, quand on est en contact avec des gens dont on ne sait pas le statut, ou là où il y a un petit peu de monde. Là où on peut prendre des recommandations, disons, plus légères, c'est si
des personnes vaccinées reçoivent d'autres personnes vaccinées en petit nombre, mettons 4 personnes, on peut, je pense que chacun le fait déjà, et c'est assez raisonnable, se parler sans porter de masque. Mais dans les autres circonstances, pour l'instant, pour les raisons que vous avez rappelées et que je me suis permis de rappeler derrière vous, il est encore nécessaire de respecter l'ensemble des mesures barrières, le masque, se laver les mains et toutes les autres mesures. Je pense qu'on pourra envisager d'alléger, de se passer de ces mesures le jour où on aura une immunité de groupe. Donc, si tout va bien à l'automne, espérons qu'on y arrivera. Peut-être une dernière question qui nous arrive pour l'instant d'un journaliste qui revient un peu sur vos propos sur le pass. Je ne sais pas si vous souhaitez faire des commentaires, notamment sur le fait que ce pass peut s'appliquer sur les jeunes alors qu'il semblerait qu'on n'ait pas de données, en tous les cas c'est la position du journaliste, sur la contagiosité ou la contagion au sein de cette communauté des plus jeunes. Je ne sais pas si... Qu'est-ce que le journaliste entend par plus jeune? Ce qui est sûr et certain, si on parle de jeunes adultes, ils portent le virus comme tous les autres adultes et ils ont plus de contacts sociaux que la moyenne des adultes, en tous les cas que les personnes âgées. Donc, ils sont facteurs de transmission. Il est probable qu'il en ait d'ailleurs de même des adolescents et même encore des enfants d'âge scolaire. Peut-être un peu moins, mais on sait que, par exemple, les foyers où il y a des enfants ont un sur-risque de contamination par rapport à des foyers où il n'y a pas d'enfants, par exemple. Donc, il n'est pas exact de dire que les jeunes ne peuvent pas transmettre. Au contraire, ils sont quand même plus, je les stigmatise pas du tout, ils n'y sont pour rien, les pauvres. Et ils en bavent assez comme ça. Mais, ils sont objectivement un facteur important de transmission du virus. Donc, ça veut dire, les implications, c'est qu'ils doivent respecter les mesures barrières comme les autres, et que c'est leur intérêt à eux pour, à terme, quand toutes les mesures barrières sautent, on en a parlé il y a un instant, qu'ils doivent se vacciner dès que ça sera possible. D'abord, ils se protègent des quelques risques qui existent quand même, y compris de Covid long chez les jeunes, et qui participent de l'effort collectif qui leur permettra à eux de retrouver une vie normale. Merci beaucoup. Peut-être dernière question. Effectivement, ça pourra faire le lien avec les propos de Pierre Ricordeau, le directeur général, tout à l'heure, sur le fait que nous sommes tous mobilisés, y compris pendant cette semaine et ce pont pour à la fois faire du dépistage et de la vaccination de tous. Donc la question, c'est effectivement, est-ce qu'on sera au rendez-vous de l'objectif du président de la République d'arriver au cap des 20 millions de personnes vaccinées au 15 mai? Alors, le challenge, c'est qu'il y a des jours fériés qui compliquent un peu les choses. Et bon, chapeau à vous tous qui vous mobilisez, je sais, de façon très intense, et y compris donc des jours fériés, ce qui est quand même, je pense que vos familles sont pas forcément ravies de ça. Donc, et chapeau à tous les professionnels de santé et les autres professionnels qui vraiment, souvent de façon pas tous bénévoles, mais pour certains bénévoles, se donnent beaucoup de mal et donc à tout moment, y compris dans les jours fériés. Ce qu'on peut dire, c'est que la vaccination, malgré malheureusement, on l'a vu tout à l'heure, les limites concernant le vaccin AstraZeneca, on n'est pas tout à fait au niveau où on voudrait qu'on soit, mais sinon, le taux de vaccination quotidien est très élevé. Donc, je pense on va y être après, ça peut être à quelques unités près, mais enfin, de toute façon, c'est symboliquement un objectif autour des 20 millions le 15 mai, 30 millions le 15 juin. Ça commence à compter, hein. Il y a 50, un tout petit peu plus de 50 millions d'adultes en France. Ça veut dire que quelque part entre le 15 mai et le 15 juin, la moitié des adultes français ont reçu au moins une première dose. Donc ça va commencer à compter sérieusement dans la limitation de l'infection, même si ça ne sera pas encore suffisant pour enlever le masque. Mais enfin, on aura un impact évident sur les hospitalisations et globalement sur la morbidité et évidemment la mortalité de cette maladie. Donc je pense qu'on avance selon le programme prévu. Il y a même eu février-mars, par exemple, plus de vaccinations qui avaient été programmées par le début d'ouverture des centres, etc. La montée en puissance se fait. Donc je pense que globalement, oui, on va suivre le programme. Écoutez, merci infiniment. On est arrivé au bout de 10 minutes des échanges prévus, donc je vous propose de nous arrêter là, peut-être laisser la parole à Pierre pour clôturer s'il le souhaite. Non, merci. Encore une fois, merci professeur. Donc, on va poursuivre ensemble cette campagne de vaccination qui n'est pas terminée, qui est encore pleine de surprises, je le crois, mais avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Merci encore à vous et à vos équipes. Merci à vous. Merci de votre travail aussi.
Au revoir. Au revoir.